Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. À 42, on vacille d'un site à l'autre entre peur et neutralité. Le Social Index, toujours pareil. Et le marketeur d'Orflow en recherche d'achat. Je vous laisse débuter ce zap avec une déclaration du CIO de BlackRock qui ne laisse pas indifférente. Bonne vidéo et un excellent week-end. C'était Zap Crypto. Le CEO de BlackRock a déclaré sur le website de BlackRock, 3000 visiteurs sont venus pour voir le Covid, pour prendre des informations sur le Covid. 3000 visites sur la politique monétaire et 600 000 visites sur le Bitcoin. 600 000. 3000 plus 3000, ça fait 6000 pour les visites du Covid et de la politique monétaire. Eh ben, si tu veux le Bitcoin, tu fais fois 100. Il y a 100 fois plus de visites sur leur site pour le Bitcoin que pour les choses un peu plus traditionnelles. Du coup, le CEO de Bitcoin déclare: cela nous dit que Bitcoin a attiré l'attention et l'imagination des gens. Ben oui, ça fait moi depuis 2017 que je suis dans les crypto-monnaies. Si je n'avais pas foiré, je ne travaillerais plus. Maintenant j'ai foiré, c'est comme ça. Mais ça a ouvert mon esprit. Plus je me suis intéressé à tout ça, plus j'ai découvert qu'en fait, les crypto-monnaies, comme je vous disais juste avant, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Le Bitcoin, c'est ta liberté. Satoshi Nakamoto t'a rendu ta liberté. Et qu'est-ce que la liberté? C'est la liberté financière. Mais surtout, il t'a rendu la liberté par rapport aux banques, par rapport aux États. C'est ça, qu'il y a toutes ces régulations qui veulent mettre le Bitcoin dans un carcan. Mais petit à petit, ça avance et petit à petit, ils se rendent compte que le Bitcoin ne sait rien faire. Toutes les autres crypto-monnaies qui sont soit possédées par des fondations, sont soit possédées par des sociétés, eux vont se faire défoncer. Par contre, le Bitcoin n'est possédé à personne. C'est un réseau décentralisé. C'est l'anarchie, même. Et qu'est-ce qu'une anarchie? L'anarchie, c'est pas juste le bordel, le bousouf. Une anarchie, c'est se passer d'un état central et une autorégulation par les entités qui représentent cette anarchie. Tu vois? Par la communauté. Et c'est ça, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est ça. Il n'y a pas d'autorité centrale. Hein? Et alors, surtout, c'est la communauté qui décide. Donc, c'est la vraie anarchie, Bitcoin. Et c'est ça, l'anarchie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pense que c'est les cypherpunks qui ont inventé le Bitcoin. Donc voilà. Grosse nouvelle, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, moi, j'ai fait x 30 000 avec les crypto-monnaies et j'ai tout perdu. Donc je suis le témoignage parfait de ce qu'il ne faut pas faire avec les crypto-monnaies. Je vous explique un peu mon histoire. En 2011, donc, j'achète mes premiers crypto-monnaies. J'achète en novembre pour 2000 €. Un mois exactement plus tard, en décembre, j'ai déjà fait x3 avec mon Bitcoin. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je remets de l'argent dans la machine en me disant c'est de la folie et j'obtiens à ce moment-là 3200 Bitcoins en tout. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Les crypto-monnaies ne cessent d'augmenter. Et moi, je me dis, je vais gagner encore plus parce que j'ai envie d'avoir plus de Bitcoin et je vais faire du trading. Grave erreur, parce que je n'étais pas un trader et je vous dis, ne le faites surtout pas. Première grave erreur à ne pas faire. Je me suis dit, ben voilà, je vois que les Bitcoins montent, puis redescendent, puis remontent, etc. Et donc, je me suis dit, bon, quand ils sont montés assez fort, je vais les revendre. Et ce que je faisais, je les revendais. Donc voilà, je les revendais et j'attendais que ça descende. Et quand c'était descendu, je les rachetais. Et ainsi de suite, puis ça remontait, je les revendais quand c'était haut, puis ça redescendait. Et ça a pas mal fonctionné un petit moment, je me suis fait pas mal de Bitcoin en plus, etc. J'ai gagné pas mal d'argent, jusqu'au jour où, à un moment, on vend quand elles sont hautes, seulement elles ne redescendent plus. Elles continuent à monter, et on sort complètement du circuit. Elles ne vont plus descendre comme on le croyait. Et à ce moment-là, on est obligé, pour re-rentrer dans le train, de racheter des crypto-monnaies beaucoup plus chères, à x2 le prix par exemple. Et donc, on perd en fait la moitié de ces crypto-monnaies. C'est la première erreur que j'ai faite. Le demerge a bien eu lieu sur Goerli, donc ça s'est au final plutôt bien passé. Le réseau est bien passé d'un réseau Proof of Work vers le réseau Proof of Stake, mais il y a eu quand même quelques petits soucis. La chaîne a mis un peu de temps à se finaliser, on va dire. Ça s'est fait, mais il y a eu quelques petits problèmes techniques. Ces problèmes techniques n'ont pas été très impactant, il y a eu des petites corrections, enfin des petits soucis, mais ça a été corrigé et au final globalement ça s'est bien passé. Et en fait juste après ce réseau, enfin plutôt ce test sur le réseau, il y a eu en fait une réunion des développeurs aujourd'hui
Donc ce jeudi, la réunion des développeurs a eu lieu et ils ont décidé de procéder à de merge comme ce qui était prévu et même avant ce qui était prévu. On parlait d'une date au 19 septembre. Maintenant, la date prévisionnelle, elle est plus autour du 15 septembre, du 15 ou du 16 septembre. C'est en fonction en fait du hash rate, donc la puissance de calcul et plutôt de la difficulté du réseau. Donc c'est en fonction de cette difficulté. En fait, il y a une difficulté cible qui a été définie. Vous pouvez la voir ici. Et en fait, on se dirige vers le 15 septembre. L'inconvénient du Proof of Stake, c'est que malheureusement, tout est centralisé. Et on le voit très bien avec la BSC ou encore avec Solana, une blockchain qu'on peut carrément mettre en pause. Ça, c'est un truc de fou, c'est un truc inimaginable. Normalement, pour nous qui sommes des amateurs crypto, c'est inimaginable qu'on puisse mettre une blockchain en pause. Normalement, une blockchain, c'est immuable et ça ne s'arrête jamais. Mais on voit très bien qu'avec certains projets, on peut très bien mettre en pause un projet. Et c'est ça le problème aussi du Proof of Stake, c'est qu'aujourd'hui, ça reste immature. Donc l'un des gros défis du Proof of Stake, c'est la décentralisation ou du coup le manque de décentralisation. Pourquoi ? Eh bien parce que aujourd'hui, même si les utilisateurs trouvent que ça ne sert à rien, que c'est inutile et que c'est pas grave tant que ça va très vite, eh bien le problème c'est que quand on sera confronté à une véritable preuve du manque de décentralisation, par exemple avec une attaque des gouvernements qui pourrait paralyser par exemple une blockchain complètement, et là on se rendrait compte à ce moment-là que c'est dangereux et qu'au final les fonds qu'on a mis sur cette blockchain ne sont pas viables sur le long terme, et bien là peut-être que les utilisateurs réfléchiront à retourner sur des blockchains qui sont plus décentralisées, à savoir des blockchains en Proof of Work. Après, au sein même du Proof of Stake, vous avez du Proof of Stake passif que vous connaissez souvent, qui est le stacking tout simplement, c'est-à-dire que vous allez stacker auprès de délégateurs qui eux vont réellement faire fonctionner les nodes. Et vous avez aussi le stacking actif, où là, réellement, vous allez créer un node. C'est le cas notamment de ce que vous allez devoir faire sur Ethereum. Vous allez devoir mettre sur un node 32 Ethereum et du coup, créer un serveur dans lequel vous allez charger la blockchain. Le problème dans tous les cas, c'est que vous vous retrouverez toujours avec une centralisation, car tout le monde ne sera pas capable d'une part de réunir 32 Ethereum et tout le monde ne sera pas capable du coup techniquement de créer des nodes de validateurs du coup. Donc au final, on va se retrouver avec une centralisation encore une fois de ces nodes. Enfin, c'est mon avis en tout cas, évidemment, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Alors, pour ce qui est des bridges, au final, vous allez pouvoir utiliser, entre guillemets, le bridge officiel de la blockchain Ethereum à Optimism. Tout ça, ça va vous coûter seulement une transaction sur Ether, donc ça peut être, c'est très variable au final, ça peut être quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Et le bridge prendra plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes grand maximum pour se faire. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire le chemin inverse de Optimism à Ethereum, dans ces cas-là, il y aura un délai de 7 jours parce que c'est le fonctionnement des optimistic roll-up. En fait, de base, le réseau va penser que tout s'est bien passé, d'où d'ailleurs le nom optimistic roll-up. Voilà, c'est un roll-up optimiste. Mais voilà, il peut y avoir la possibilité justement qu'il y ait des fraudes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un délai de 7 jours avant de pouvoir transférer des fonds d'un optimistic roll-up à la blockchain Ethereum. Donc forcément, si vous utilisez le bridge officiel, comme il y a la possibilité qu'il y ait un retour comme ça, si jamais il y a une fraude sur 7 jours, vous allez mettre 7 jours pour récupérer vos crypto-monnaies. Néanmoins, il y a une solution qui existe. En fait, ça va être d'autres bridges qui ne seront pas entre guillemets les bridges officiels, mais qui vont faire un petit peu le même travail. Crypto Actu nous dit quoi ? Il nous parle de Strike, une carte de paiement Bitcoin sur le Lightning Network. Bon, c'est pas mal. Vous allez lire ça. Effectivement, on a des problèmes, le Bitcoin n'est toujours pas officiellement reconnu comme une monnaie ou un moyen de paiement, mais les applications et acteurs de l'économie mondiale qui en font usage sous cette forme se multiplient. Ça veut dire qu'on essaye, ils essaient tout au moins ces entreprises, comme en travaillant avec Lightning Network, c'est de pouvoir faciliter justement les paiements, de pouvoir aller de plus en plus vite et aussi sécuriser. Donc ça c'est pas mal et ça ce sera une carte qui vous permettra évidemment de prendre de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont onboardés sur Bitcoin uniquement via Lightning. Parce que, perso, moi, quand on va avec des copains bitcoiners au restaurant et qu'on essaye de... en général, ce qui marche bien, par exemple, c'est
pour accepter le paiement pour le restaurant, c'est toujours compliqué parce que le patron il est pas d'accord, etc. Mais par contre, à ce moment-là, tu dis, je peux te tiper, je te fais ton pourboire. Donc là, Lightning, c'est trop bien. Donc déjà, il y a beaucoup de gens comme ça. Les premiers bitcoins qu'ils vont recevoir, c'est sur des wallets Lightning. Ouais. Pareil, tout ce qui est jeux mobiles sur Lightning avec des entreprises comme Thunder Games ou Zebedee. Mais en fait, ça onboard aussi pas mal de gens. Et les premiers bitcoins qu'ils vont recevoir, c'est sur Lightning. Et donc, tu as toute une classe de nouveaux bitcoiners qui va avoir touché d'abord à Lightning avant de même comprendre et expérimenter ce que c'est Bitcoin on-chain. Et en parlant de sanctions, on a la plateforme DYDX qui a gelé les comptes de leurs clients ayant interagi avec le protocole Tornado Cash. En effet, suite au bannissement du régulateur américain, la plateforme a suivi les recommandations et a gelé l'ensemble des comptes ayant interagi avec Tornado Cash sans aucun montant minimum. Et vous vous en doutez, cette application binaire des sanctions pose quelques problèmes, car ils ont reconnu avoir bloqué des comptes de personnes qui possédaient des jetons ayant transité par Tornado Cash, mais qui n'avaient jamais utilisé ce protocole. Mais suite à ce petit raté, la plateforme a annoncé qu'ils avaient revu leur processus de blocage pour finalement débloquer les comptes qui ont été injustement gelés. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la plateforme Hotbit qui a été contrainte de stopper les retraits et les dépôts de crypto sur la plateforme à cause d'une enquête sur plusieurs cadres supérieurs de la plateforme qui ont permis aux autorités de geler certains fonds de la plateforme. Ils vont créer une agence commune pour pas que finalement ce problème de répartition leur pose trop de problèmes, parce que finalement les cryptos c'est un ovni pour eux, pour tout le monde d'ailleurs, ça rentre pas dans leur case, donc ils décident de rassembler, et d'ailleurs maintenant ils parlent d'une seule voix. Et donc ils parlent des nouvelles obligations de reporting pour les grands hedge funds, pour savoir en gros ce qu'ils font avec comment ils investissent. Et alors la grande excuse, et c'est un peu là-dessus que je voudrais venir, c'est que la grande excuse actuellement, c'est le risque systémique des cryptos. On avait déjà vu Christine Lagarde nous parler de ça. Il y en a plein qui nous parlent de ça, du risque systémique des cryptos. Et alors moi j'ai quand même envie de relativiser les choses. Vous voyez, actuellement la market cap totale des cryptos, elle est aux alentours de 1143 milliards. Bon, c'est énorme, beaucoup plus que ce que ça a pu être. Vous voyez, ça c'est un report qui prend en gros toute la répartition de la valeur, de la richesse sur la planète. Je trouve que c'est super intéressant. On a chaque petit carré représente 100 milliards, vous voyez. Et donc là, ça date de 2020. En 2020, la market cap totale des cryptos, c'était 240 milliards. Bon, vous voyez, c'était donc 3 petits carrés ou 2 petits carrés. Et donc, on en est encore là. Maintenant, ça a été multiplié, vous voyez, par 5, 6. Et donc c'est intéressant. Du coup, ça représente quoi? En gros, les cryptos, ça représente une quinzaine de petits, 12 petits carrés comme ça. Vous voyez ce qu'on vient de dire. Et alors, on nous parle de risque systémique, mais je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que, vous voyez, donc là c'est la balance sheet de la Fed qui a explosé depuis 2020, et on peut rajouter autant, je pense, voire plus. Donc juste un petit détail. Après, on regarde le stock market, donc le marché des actions. Vous voyez, on en est. Vous vous souvenez, donc là, les 10 petits carrés des cryptos, juste pour garder bien en tête. Et je voudrais juste montrer. Après, il y a le marché de l'immobilier, mais le vrai problème, il vient pas du tout des cryptos, il vient des dérivés. Regardez, voilà. Moi, je pense qu'il est là le vrai problème. Il est là, vous voyez. C'est, comme disait Warren Buffett, des armes de destruction massive. Il est là le vrai problème systémique. Il n'est pas du tout dans les cryptos. C'est uniquement dire que les cryptos ont un risque systémique. C'est vraiment juste une pauvre excuse pour réguler. Et on a l'habitude de les voir. Et donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Même s'il faut de la réglementation, il faut arrêter de bâcher les cryptos parce que c'est facile de les bâcher. Et que finalement, le vrai problème, il vient de là. Il vient de la finance traditionnelle, on le sait bien. On a vu vendredi dernier création d'emplois extrêmement vigoureuse, inattendue, plus d'un demi-million de créations d'emplois. Donc quand on crée autant d'emplois, c'est qu'on n'est pas en récession. Donc première bonne nouvelle, les États-Unis n'entrent absolument pas en récession, on n'en parle plus. Deuxième nouvelle, cette croissance américaine qui semble repartir avec vigueur n'est pas inflationniste, au contraire, l'inflation baisse. Waouh! Que des bonnes nouvelles. Là, on est en mode love absolu bisounours. Et en plus, hier, on a eu les prix à la production, les PPI, qui ont baissé de manière inattendue, eux aussi, au mois dernier. Donc, les prix à la production baissent. Ça veut dire que les matières premières
ont bien baissé, et puis aussi les salaires on les augmente pas autant que ça, parce que dans les prix à la production on peut aussi avoir la composante salaire. Donc ça a alimenté énormément l'espoir des investisseurs que la Réserve fédérale va modérer l'ampleur de sa prochaine hausse des taux. Que des bonnes nouvelles. Et patatras, on a plusieurs responsables de la Fed qui ont mis en garde, je cite, contre un excès d'optimisme. Et merde, pour une fois que ça allait bien, je vais arrêter mon Prozac. Estimant que la Banque centrale américaine devrait se baser sur d'autres éléments pour infléchir le resserrement de sa politique monétaire. Quel autre élément il leur faut? Là, en fait, ils veulent tout simplement dire au marché, ne vous emballez pas, c'est assez fragile. D'autant plus que ils ont précisé que l'inflation reste à des niveaux extrêmement élevés, 4 fois supérieur, je dis bien 4 fois, je le répète 4 fois, je le répète 4 fois, et j'aurais répété 4 fois, comme ça on a fait le tour, supérieur à ce qu'estime une inflation normale. Une inflation normale pour la Fed c'est 2%. Là on est à 8% quand même, sur de l'annuel, donc la Fed... Les membres de la Fed montent au créneau, disent à la bourse « Oh, vous emballez pas les cocos », je vous la fais en mode diplomatique, « Vous emballez pas les cocos, l'inflation, on va pas faire du 10%, elle commence à refluer, mais on est à 8%. Nous notre target, c'est 2%. Donc les taux, on va continuer à les augmenter, peut-être plus lentement que prévu, mais on va continuer à les augmenter. Croyez pas que l'argent zéro, ça va revenir comme ça. Et donc du coup, ça a mis un petit peu un coup au moral aux investisseurs qui patinent, et Nasdaq s'est pris une petite baisse d'0,5%. Regardez ce graphique par exemple. Quand vous regardez ce graphique, ça représente finalement les inflows et les outflows des ménages américains. Donc il faut savoir aujourd'hui que le ménage américain représente quand même 52% de l'actionnariat total aux États-Unis. Et bien, quand vous voyez ce graphique, vous voyez la partie du haut, c'est la partie où les gens sont dans le marché, et la partie du bas, c'est la partie où les gens vendent. Donc, à chaque fois qu'on a une correction, qu'on a un marché qui baisse, eh bien, on a ces ménages américains qui vendent massivement et qui capitulent, en fait. Et c'est ce dont je vous parle depuis quelques temps. On n'a pas vu cette capitulation, comme on le voit à droite du graphique. Vous voyez clairement qu'il n'y a pas eu de vendeurs. Et comme il n'y a pas eu de vendeurs, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas nettoyé le fond du marché, et du coup les gens se posent encore des questions. Est-ce que vraiment c'était le début d'un nouveau bull market, ou est-ce que c'est simplement un espèce d'espoir à court terme? Donc ça, c'est un des points qui fait vraiment peur aux bearish pour l'instant, qui pensent qu'on va avoir une nouvelle correction derrière. Les enfants, ce sont les vecteurs de consommation principale des ménages. Vous le voyez d'ailleurs quand vous allez parfois à Carrefour ou à Auchan ou autre grande surface, et que vous avez Kevin qui est en train de gueuler parce qu'il veut un cadeau, il veut une boîte de céréales à la con, et les parents cèdent. Là, vous voyez le pouvoir des gamins sur la décision d'achat des ménages. C'est absolument terrible et ravageur. Ne cédez pas à vos gamins en permanence, apprenez-leur une chose qui est extrêmement importante, qui va leur servir dans toute leur vie, et qui leur servira énormément dans leur vie de trader, c'est la frustration. Et dites non, tu n'auras pas ça, Kevin, sinon je te mets 2 paires de baffes. Non, ne rajoutez pas 2 paires de baffes, parce que là maintenant vous risquez de vous retrouver en garde à vue, mais voilà, c'est très important pour les enfants de les frustrer, tout simplement, parce que honnêtement dans toute leur vie ils vont être frustrés sexuellement, ils vont être frustrés professionnellement, ils vont être frustrés monétairement, et ça en fera de bons traders, puisque finalement le trading c'est l'école permanente de la frustration. Sur ce discours extrêmement positif et frustrant d'ailleurs, on va faire le Good Morning Trading, analyse des cartes. Et ben non, je le fais pas, j'ai décidé de vous frustrer aujourd'hui. Ciao à tous. Pour l'instant, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé hier. Comment ça s'appelle, ce hammer inversé ou Gravestone, c'est ça, Gravestone Doji. C'est en général un signal de reversal daily, c'est assez moche.
Voilà, Gravestone Doji, c'est quelque chose comme ça, voilà. Alors, bien sûr, on va pas prendre une décision de trade sur une bougie unique, ça suffit pas, mais bon, voilà, on a quand même des niveaux clés, le chiffre rond psychologique des 25 000, les gens qui commencent à être enthousiastes, etc., etc. Parmi d'autres informations qu'on pourrait utiliser, on pourrait voir que à l'approche ici, on a le long short ratio qui a commencé à être haussier pendant la descente. Ça veut dire que ceux qui ont raté le move commencent à vouloir acheter les dips un petit peu trop agressivement. Pour moi, c'est un marché où il faut acheter les dips, mais il faut être patient pour le faire. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui attendent le dip et disent « Ah, c'est maintenant », alors qu'en fait, il faut attendre que les premiers acheteurs de dip y viennent, qu'ils y croient plus trop, que ça devienne vraiment difficile d'acheter le dip, et ensuite, quand les vendeurs sont fatigués, éventuellement, aller travailler les sommets. Exemple, là, peut-être que les gars ont acheté un peu trop tôt le dip et commencent à avoir peur un peu. On peut leur faire un peu plus peur. Ça se fatigue au niveau des vendeurs et hop, on va continuer ce range-là. Hein, je ne parle pas d'acceptation immédiate, tendance et tout. Je parle que de par le fait que ça fait un mois où on est super bull sur le marché crypto, il est probable que on range un petit peu plus longtemps. Les acheteurs vont pas abandonner si vite. On voit qu'il essaie de faire encore des tentatives d'émancipation, il essaie de casser le haut du nuage par le bas. Il s'est fait refouler encore une fois, tu vois. Hier, il est monté au-dessus des 24 000, tout le monde était un peu dans l'euphorie. Il se disait, oh là là, il y a un beau momentum, on est en train de faire une belle vélocité qui va nous permettre de justement passer cette barrière, dépasser cette AMA 200 qui est encore une fois à 24 970. Mais pareil, la AMA 200, c'est un vigile, il a fait, tu passes pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'as l'air sincère, mais tu passes pas. Par contre, la barrière c'est des 25, si elle pète et on arrive à faire une clôture au-dessus, pareil, boum, on passerait aux alentours Open bar des 28. C'est l'happy hour. Mais intéressant de voir que, tu vois, le nez commence à repiquer vers le haut depuis ces dernières semaines. Toujours prendre un recul, hein, on en parle à chaque fois, c'est-à-dire que ne pas rester sur les bruits du quotidien, parce que les bruits du quotidien peuvent être assez trompeurs. Au vent Twitter, on a le Bitcoin Deep Value Risk Map posté par Plan C. Alors à quoi ça correspond? C'est simplement plus c'est rouge, plus c'est risqué, plus c'est vert, moins c'est risqué d'investir dans le Bitcoin. Je sais pas trop sur quoi c'est basé, il le dit pas. Peut-être du Fibo, peut-être du VWAP. Oui, ça indique plutôt les bottoms. Ici, on peut voir 2015, 2019, crash Covid également, ça c'est bien. Après, ici, je pense qu'il faut plus se fier aux couleurs. Vert, c'est de l'achat. Le violet, c'est début de prise de profit, je suppose. Et le rouge, c'est là où il faut commencer à sortir doucement mais sûrement. Alors attention, bien sûr, ne pas tout vendre quand on est dans le rouge, puisque ici, par exemple, on était dans le rouge. Et c'était que le début du bull market. C'est après encore plus to the moon. Pour moi, ce graphe, il est clairement plus intéressant pour la recharge que pour la vente, puisque la vente, c'est un peu indécis ici, alors que la recharge, c'est plutôt précis. Donc, pour donner un exemple, ça peut range pendant 4 mois, d'accord? Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on peut également et surtout faire en fait des doubles bottoms. Ici, il y a eu un bottom, là, il y a eu un nouveau double bottom. Quand on retourne également un peu plus loin dans le passé, on va aller sur le BLX pour le montrer, pour avoir un graphique bien complet. Boum, ici. La même chose, on fait des doubles bottoms à chaque fois quasiment. Donc ici, un bottom, et là, on recorrige de nouveau fortement. On va pas chercher aussi profond, il est vrai. Hein. Là, on avait fait un bottom aux alentours des 163, et par après, on a cherché seulement, entre guillemets, les 199, en allant chercher tout de même le rebond à 319. Donc voilà, il y a en fait des espèces de double bottom, des espèces de je vais de nouveau faire une chasse au stop par rapport à ceux qui sont cette fois-ci en long, c'est-à-dire un pari haussier. Et si vous avez dépassé trop rapidement votre stop loss vers le haut, je vais chercher votre stop loss pour que vous ne puissiez pas profiter après du pump fou. D'accord? Donc c'est toujours cette question de on va chercher les chasses au stop, etc. Je regardais en fait également dans ce marché-là, est-ce qu'il y avait eu un marché assez exceptionnel ici, mais oui, mais c'est juste. C'est en fait là, comme ça vous le voyez, vous le visualisez, c'est 2010, d'accord? Et donc on n'a pas l'historique avant, étant donné que voilà, hein, c'est le tout début du BTC. Et donc c'est vrai que ce cycle de crash qui avait été fait en fait de 31 $ à ici 1,90 $, donc c'est une chute, et d'ailleurs qui est écrite ici, de 93%. Dans le négatif, c'est ouf. Là, au contraire, il y avait eu, il est vrai, une stagnation longue, mais pas de double bottom à proprement parler. Ici, 1 et puis 2, mais ça a duré que 1, 2, 3, 4. Ça a duré que un mois et une semaine.
Donc c'est pas fou comme consolidation. La grosse consolidation, elle a eu lieu après. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré également 5-6 mois, même un peu plus sur ce niveau-là, parce qu'on est en janvier et on va avant de sortir même ici, on va jusqu'en juillet. Donc ça fait un bon petit moment de stagnation. Mais voilà, juste pour montrer en fait, attention aux chasses au stop et les double bottom. Ether qui a bien breakout, qui lui est dans une zone où il y a beaucoup de stops à aller chercher au-dessus des $2200. Donc c'est pas anodin qu'on soit fort, il y a beaucoup de vendeurs qu'on est en train de chasser. Il y a aussi des divergences baissières où on a repris un petit signal de momentum haussier là récemment, donc voilà, c'est ce qui permet de pousser un petit peu. Et sur Ether, c'est beaucoup moins de vigilance que sur Bitcoin, parce que lui, Bitcoin est beaucoup plus faible, alors que lui, Ether est très fort, et pour l'instant, je vois pas de signal d'alarme, à part cette divergence de momentum qui s'est formée, mais en dehors de ça, je vois pas grand-chose. Sur Ether, on est bien ici dans un bel état d'enfoncement, donc ça, c'est ce qui veut dire que la tendance est assez forte. Et tant qu'on n'en sort pas, la tendance reste forte. Et l'objectif, ce serait pour moi, je pense, $2200-$2300 toujours, comme je le dis depuis plusieurs semaines. Après, on verra. Du coup, c'est ce qui fait que ETH BTC pourrait rester assez bullish. Et même, on le voit sur Ethereum, on a toujours des fundings majoritairement négatifs, des ratios short très importants. Donc, sur les contrats dérivés, les gens sont plutôt positionnés short. En tout cas, des informations qu'on a. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on peut continuer de les squeeze. Et pareil, même analyse. Hop, on prend ici la hausse d'open interest majeure qui se trouve ici. Tant qu'on évolue au-dessus de ces zones de prix, c'est les vendeurs qui sont coincés. Si on commence à aller sous les $1700, là ça commence à puer vraiment pour les acheteurs. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et on a surtout là récemment une bonne majorité de funding négatif. Donc ça veut dire que les vendeurs sont plutôt agressifs sur les contrats dérivés. Donc ouais, pour le coup, c'est ce qui pourrait justifier encore les short squeeze. Et vigilance aussi sur Ethereum, en tout cas, il faudrait pas s'étonner si on a du retracement. Sur le TH aujourd'hui, on a 8%, c'est du n'importe quoi, d'ouverture de contrat. Sur Binance, est-ce que FTX est en tête? Au CME, quoi? CME 30%? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et sur FTX, petit, CME 30%? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? CME, bam, il s'excite aussi? Tiens. Alors peut-être qu'ils ouvrent des shorts, peut-être sur CME. Donc sur Binance... Oh là là, regarde-moi ça, c'est n'importe quoi, ça continue, la folie continue d'ouverture de contrat sur l'Ethereum, c'est la folie. Par contre, sur le CME, c'est assez pas mal, ils commencent à s'exciter. CME, c'est les Chicago Mercantile Exchange, c'est une des plus grosses places des futurs du monde, et c'est surtout sur les dérivés autres que les cryptos, mais ça fait aussi des cryptos. Mais là, c'est marrant que les pros s'excitent, c'est marrant. Ça peut être une bonne nouvelle, une mauvaise, ça dépend s'ils ouvrent des shorts ou des longues. S'ils ouvrent des longues, c'est qu'ils croient à la montée, bon... Ok, donc c'est assez surprenant ce qu'on voit là sur le CME. Tiens, il va se passer quelque chose. Bon. Et donc, comme je le disais à la une, la startup Calissa, startup française, qui utilise les technologies de NFT pour garantir l'authenticité des produits, dont les produits qu'ils vont vendre, des produits qu'ils essayent de faire très haut de gamme, va lancer son token demain, vendredi 12 août, à 11h sur l'exchange Bitmart. Donc, c'est un premier listing forcément qui est très attendu par la communauté de Calissa, qui semble très active et qui pourrait évidemment redonner un coup de boost à ce token Kali. Tu as le lien évidemment en description si tu as du Kali ou que tu voudras en acquérir après le listing. Et donc cette startup utilise des QR codes et des NFT intégrés dans les produits qu'elle fournit qui permettent tout simplement de valider un contrat d'authenticité, également évidemment avec les NFT, mais qui va au-delà de prouver une authenticité. C'est-à-dire que vous avez un produit phare, vous avez un produit, vous l'aimez, vous l'adorez, vous êtes complètement fan, vous avez la possibilité de faire refaire ce produit si vous arrivez à prouver que vous êtes le propriétaire de celui-ci. Donc malheureusement, ton sweat, ta chaussure, c'est complètement déchiré. Et oui, parfois on peut avoir des soirées bien arrosées, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais heureusement, grâce à ces certificats d'authenticité, vous pourrez les faire refaire à l'identique pour retrouver évidemment votre produit comme à son origine. Je trouve le concept super intéressant. J'avais d'ailleurs présenté le projet il y a déjà plus de 8 mois sur cette chaîne évidemment. Les produits sont emballés dans des packaging ultra haut de gamme. En tout cas, ils se veulent vraiment une marque de luxe et l'idée est vraiment géniale. Et pour garder ce côté très luxe, quand ils vendent des produits, ils le font avec des éditions ultra limitées et finalement, à chaque fois qu'ils effectuent une vente, ces ventes se font en moins de 20 minutes. On voit qu'il y a une véritable demande et ils jouent évidemment sur l'aspect rareté et ça, c'est également très intéressant. Leurs produits peuvent, si vous y croyez bien évidemment,
devenir des produits beaucoup plus chers à l'avenir. Si vous connaissez le monde du luxe, vous verrez que c'est une pratique qui se fait d'ailleurs dans plusieurs très grandes marques où il est extrêmement difficile d'avoir des produits. Parfois, les temps d'attente sont monstrueux. Et donc, vous pourrez aller plus loin, mais le Kali permet de se faire du stacking à la hauteur de 20%, permet d'acheter leurs produits. Des Kali sont intégrés directement dans les NFT et à chaque drop effectué, les Kali sont achetés au cours du token. Donc, qui va amener forcément le token à grossir. Je te laisse aller voir. Il y a évidemment le site officiel, mais très bon projet. Et voilà, listing demain, 12 août, 11h sur Bitmart. Tu as le lien en description. Parlons maintenant de la crypto du jour qui fait pas mal de bruit depuis quelques jours maintenant. Et il s'agit du projet Tamadoge qui a réalisé sa première phase de prévente de leur token, qui a permis de lever 2 millions de dollars en une dizaine de jours. Et la deuxième phase de prévente a débuté avec 100 millions de tokens Tama qui seront mis en vente pour 0,0125 centimes le token, soit une augmentation de 25% par rapport à la première phase. À savoir qu'il y aura plusieurs phases de prévente avec une augmentation progressive du prix du token Tama dans le but de lever au final 19 millions de dollars. Et Tamadoge, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'un projet Play to Earn qui mêle les Tamagotchi au métaverse. Et concrètement, le projet ambitionne de lancer un métaverse, une série de NFT, une application pour gérer les NFT et interagir avec la communauté, et finalement une arène de combat qui servira à faire affronter les NFT et qui aura un modèle de Play to Earn. Et pour ce qui est de la tokenomics, d'après leur white paper, il y aura 2 milliards de maximum supply avec un burn de 5% de chaque transaction, et donc il s'agit d'une crypto qui serait déflationniste. Et les jetons seront répartis à 50% pour les préventes, 30% qui seront progressivement débloqués pendant 10 ans pour financer le projet, et 20% qui seront réservés au listing sur les plateformes d'échange. À savoir que le projet aurait validé une audit de sécurité auprès de CoinSniper qui garantirait qu'il n'y a pas de risque de rug pull ou d'attaque malveillante. Bref, le projet est très ambitieux, avec des promesses qu'ils vont construire tout un écosystème, avec des listings sur les plateformes d'échange et le lancement de leurs différentes applications d'ici fin 2023 d'après leur roadmap. Et habituellement, je ne parle pas de ce genre de projet hautement spéculatif qui est pour moi pas du tout un investissement mais plutôt du casino. Mais quand je vois toutes ces vidéos de youtubeurs qui promettent qu'il s'agit du prochain Shiba Inu, je ne peux pas m'empêcher de penser que les équipes derrière le projet ont rémunéré certains influenceurs pour parler de leur projet, et généralement ce genre de pratiques ne sont pas un très bon signe, et de plus ils ont une multitude de partenariats avec différents médias qui font de la publicité agressive pour leur projet, ce qui veut donc dire qu'ils mettent beaucoup d'argent sur leur communication, ce qui est encore un signal d'alarme. Et je précise que dans leur white paper, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils nous disent qu'ils ont une équipe d'experts, mais ils ne révèlent pas leurs identités et montrent simplement le statut de chacun. Et donc probablement que les équipes sont sérieuses, mais le projet est actuellement en train de se construire sur une hype qui est poussée par des investissements massifs sur la communication, et pas par une communauté solide qui soutient le projet comme vous pouvez avoir sur Doge ou Shiba Inu. Mais attention, je précise qu'il ne s'agit là que de mon avis, et je peux totalement me planter, et si ça se trouve le projet est vraiment sérieux, mais exceptionnellement je tenais à vous faire part de mon avis, car je n'ai pas envie qu'une personne de ma communauté se crame les ailes sur ce projet. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.